Léonard de Vinci. Rien que le nom, ça évoque le génie, pas vrai? Mais qui était-il vraiment? C'est ce qu'on va explorer ensemble, on va essayer de décortiquer l'homme pour mieux comprendre le mythe. Artiste, inventeur, scientifique, on lui colle plein d'étiquettes, hein. Peintre, ingénieur, anatomiste, il a touché à tout. Mais est-ce que ça suffit pour le définir? Pour vraiment comprendre le personnage, il faut creuser un peu plus, aller voir ce qui se cache derrière tout ça, à la source même de son génie. Alors, on va commencer par l'image la plus connue, celle qu'on a tous en tête, Léonard, l'inventeur de légende. Ce visionnaire, presque un prophète, qui aurait dessiné le futur, des siècles avant tout le monde. Et franchement, quand on regarde ses carnets, on comprend pourquoi cette image lui colle à la peau. C'est incroyable. Il a imaginé des machines pour la guerre, on parle de chars d'assaut, d'arbalètes géantes. Pour l'industrie, il a dessiné des machines textiles automatiques. Et même pour l'exploration, il a pensé à un équipement de plongée. C'est fou, ces croquis touchent à peu près tout. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a un hic. Le point crucial, c'est que presque aucune de ces machines géniales n'a jamais été construite de son vivant. En fait, comme le disent les historiens, il ne les a pas fabriquées, il les a dessinées. C'était des concepts, des idées couchées sur des milliers et des milliers de pages. Du coup, la question qu'on se pose, c'est s'il n'était pas juste un inventeur, pourquoi tous ces dessins? Si le but, ce n'était pas de construire ces machines, alors, c'était quoi? La réponse, en fait, elle se trouve dans ce qui était pour lui la discipline reine, la mère de toutes les autres. Et ça nous amène directement à son autre facette, celle pour laquelle il était d'ailleurs le plus célèbre à son époque, le maître artiste. Parce que pour Léonard, la peinture, ce n'était pas juste un travail manuel, c'était beaucoup, beaucoup plus que ça. Il parlait de la peinture comme d'une cosa mentale, une chose de l'esprit. C'est un concept super intéressant. En gros, pour lui, peindre, ce n'était pas de l'artisanat, c'était une véritable science. Sa conviction, c'était que pour bien peindre la nature, il fallait d'abord la comprendre, mais la comprendre en profondeur. L'idée avant le geste, toujours. Et cette citation qu'on voit là, elle résume tout. Le bon peintre doit peindre deux choses importantes, l'homme et les intentions de son esprit. Il ne voulait pas se contenter de l'apparence, non. Ce qu'il voulait, c'était capturer les émotions, les pensées, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cette obsession qui va le pousser bien au-delà de la peinture. Voilà, pour peindre l'homme et ce qu'il a dans la tête, Léonard a vite compris qu'il devait aller voir ce qui se passait sous la peau. Au début, c'était une nécessité pour son art, mais c'est très vite devenu une passion, une quête en soi. Plus de 30. C'est juste énorme. Imaginez un peu. Pour comprendre comment fonctionnaient les muscles, les os, les organes, il a disséqué plus de 30 cadavres, à une époque où c'était, disons-le, très, très mal vu. C'était ça, sa méthode, la connaissance directe, sans intermédiaire. Et il y a un autre truc essentiel pour comprendre le personnage. Il se décrivait lui-même comme un homme sans lettres. En fait, Léonard n'a jamais été à l'université. Il ne parlait pas le latin, qui était la langue de la science à l'époque. Et face aux savants, aux docteurs qui le regardaient un peu de haut, il revendiquait ça. Il était un disciple de l'expérience, pas des livres. Et finalement, c'est peut-être ça qui l'a rendu si libre. Ça l'a libéré de toutes les idées reçues de son temps. Et sa curiosité, elle était sans limite. Elle partait dans tous les sens. Il a étudié le fœtus dans l'utérus, puis il s'est demandé comment se formaient les fossiles dans les montagnes. Il était obsédé par les tourbillons dans l'eau et par la façon dont fonctionne la lumière. Pour lui, chaque domaine, c'était juste une pièce d'un immense puzzle, la nature. Et c'est là, je crois, qu'on touche vraiment à son génie. Le plus fou, ce n'est pas tout ce qu'il a étudié, non. C'est comment il l'a étudié. C'est sa capacité à avoir des liens, des connexions, là où personne d'autre n'en voyait. Léonard, c'est tout simplement l'incarnation parfaite de l'idéal de son époque, la Renaissance, l'uomo universale, l'homme universel. L'idée d'une personne capable de maîtriser des domaines qui nous semblent aujourd'hui complètement séparés, l'art, la science, l'ingénierie, lui, il faisait tout ça. Alors, c'était quoi sa méthode secrète? C'était l'analogie. Il passait son temps à chercher des motifs, des schémas qui se répètent partout, mais à des échelles différentes. Pour lui, c'était simple. Le corps humain, le microcosme, fonctionnait exactement comme la Terre, le macrocosme. Il voyait les veines comme des rivières, les eaux comme des rochers, tout était lié. Et on voit cette façon de penser partout dans son œuvre. Un exemple tout bête, il étudie les tourbillons dans l'eau et hop, ça lui inspire la façon de dessiner les boucles des cheveux dans ses portraits. Il observe en détail l'aile d'un oiseau et bim, ça devient le plan d'une machine volante. C'est ça le truc. Pour lui, l'art, la science, l'ingénierie, ce n'étaient pas des boîtes séparées. C'était juste des outils différents pour une seule et même quête, comprendre le monde. Bon alors, revenons à notre question du début. Comment cet homme, qui était avant tout un observateur incroyable, un génie de la synthèse, comment est-il devenu ce mythe de l'inventeur solitaire, parti de rien? D'un côté, on a la légende,
le génie solitaire, le précurseur absolu, qui invente tout seul. Et de l'autre, on a la réalité, celle que les historiens nous montrent aujourd'hui. Une réalité bien plus complexe et, franchement, peut-être encore plus impressionnante. Il n'a pas créé ex nihilo, à partir de rien. Non, il a absorbé, digéré et amélioré toutes les connaissances de son temps. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il a beaucoup étudié les travaux d'ingénieurs avant lui, comme un certain Francesco di Giorgio Martini. Mais attention, il ne s'est pas contenté de copier. Il a absorbé, il a questionné, il a amélioré tout ce qui lui passait entre les mains. Il cherchait sans cesse à tout optimiser. En fait, il n'était pas une anomalie sortie de nulle part, il était l'aboutissement de toute une tradition. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas l'exceptionnel, bien au contraire. Sa réputation de son vivant était déjà colossale. Il suffit de voir ce que son dernier patron, le roi François Ier, a dit de lui, qu'il n'y avait jamais eu un homme qui en savait autant. Rien que ça. La légende, en fait, elle a commencé bien avant sa mort. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de Léonard de Vinci? Son véritable héritage, ce n'est pas une invention en particulier, ce n'est pas le char d'assaut ou la machine volante. Non, son vrai héritage, c'est une façon de penser. C'est cette curiosité insatiable, ce refus total des frontières entre l'art et la science, et surtout, cette conviction profonde que tout, absolument tout dans la nature, de la plus petite fleur jusqu'aux étoiles, est interconnecté.